simplement faire part de quelques réflexions sur ce que je pense être ce désastre intime qu'est la maladie d'Alzheimer, désastre intime qui produit une sorte d'ébranlement psychique tout à fait particulier et qui conduit le sujet à des épreuves d'une très grande douleur, d'une très grande souffrance. Ce désastre intime qui est l'expression finalement de quoi? D'une désorganisation du langage et des capacités de communication, non seulement avec autrui, mais aussi avec lui-même. Donc mon exposé se déroule en deux temps. Dans un premier temps, je vais évoquer la question de ce désastre intime et de ses conséquences identitaires. Et dans un deuxième temps, j'évoquerai la question de la créativité en essayant de montrer, dans le prolongement de ce qu'a dit Jacques, comment en fond la création est un mode de survie psychique auquel on peut attribuer, et ça je crois que la question qu'a posée Catherine tout à l'heure est tout à fait fondamentale, est-ce que cette création a une valeur artistique ou bien est-elle que le produit d'un phénomène tout à fait particulier qui est l'expression de l'imaginaire infantile? Je crois que ce sont des questions tout à fait fondamentales sur lesquelles on va revenir probablement dans la discussion aussi. Donc je vous disais en introduction que ce désastre intime crée un bouleversement identitaire majeur, ce qui suppose évidemment qu'on puisse définir ce qu'est l'identité. Or, l'identité est un processus complexe qui conduit de la dépendance infantile, qu'on appelle la néothénie, jusqu'à la subjectivation, c'est-à-dire à ce temps particulier qui permet à chacun d'entre nous de dire un moment de sa vie, je ou moi. Donc c'est ce passage-là qui est assez complexe puisque finalement, vous observerez qu'il repose sur une sorte de contradiction qui est faite de deux choses. La première suppose qu'on ait une sorte de représentation continue de soi-même, quel que soit le temps qui passe, une sorte de fil rouge qui fait qu'aujourd'hui, quand je me regarde dans la glace, je sais qu'il s'agit de moi-même, mais en même temps, j'ai fait l'épreuve aussi de ce changement et qui fait que ça suppose une adaptation psychique permanente qui repose sur le problème du changement et le problème de la continuité. Or, précisément, chez les patients dont nous parlons, les patients Alzheimer, mais aussi des patients très régressés, il y a un vacillement identitaire, quelque chose qui s'efface, quelque chose qui se déconstruit de cette continuité, qui peut donner à certains moments le sentiment que le sujet devient étranger à lui-même. Étranger à lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a plus la capacité de se reconnaître non seulement dans le regard des autres, mais aussi dans son propre regard lorsqu'il s'observe dans le miroir. Donc vous voyez ce bouleversement tout à fait fondamental qui fait que le sujet ne sait plus qui il est. Alors évidemment, c'est une situation extrêmement douloureuse qui engendre des processus dépressifs, voire mélancoliques, mais je ne serais pas tout à fait d'accord avec ce que dit Aristote au sujet de la mélancolie. Il y voit lui-même quelque chose de l'ordre d'une création, d'une créativité possible. Et je ne sais pas si vous avez vu cette extraordinaire exposition au Grand Palais il y a 2 ou 3 ans sur la mélancolie. Et à l'entrée du Grand Palais figurait cette phrase d'Aristote sous forme de question, se demandant pourquoi les grands hommes, pourquoi les créateurs, pourquoi les génies étaient toujours des mélancoliques. Il me semble que là, il y a une différence avec la mélancolie du patient Alzheimer, au sens où c'est une mélancolie qui traduit un effondrement psychique majeur, un effondrement qui confine à la régression psychique et qui induit d'une certaine façon, et Bruno Vellas nous en avait brillamment parlé il y a quelques mois ici, qui conduit à une situation de dépendance et à une situation de totale inertie et d'apathie psychique. Alors, face à ce tableau assez sombre, mais que vous connaissez tous, en particulier pour ce qui concerne les maladies d'Alzheimer extrêmement évoluées, qu'est-ce qui est possible pour permettre une sorte de survie, une sorte de maintien d'une activité psychique, une sorte de maintien du contact à l'autre? C'est toute la question. Et mon développement va s'organiser autour d'une lecture d'un passage de je ne sais plus qui c'est d'ailleurs, j'ai oublié, d'un passage de Camus dans L'Homme révolté, où Camus dit, de façon assez géniale, je trouve, la création n'est possible qu'à l'extrémité de la solitude. Donc, c'est aussi plein d'espoir, cette formulation, cet aphorisme. Et quel type de création est possible dans ces processus-là? Et de quelle façon est-il envisageable de maintenir quelque chose d'une sorte de survie psychique
à travers la création. Il me semble qu'il y a 3 points qu'il faut maintenir à l'esprit, après avoir pu dire un mot quand même de ce qu'est la position du thérapeute dans ces situations-là, qui, de mon point de vue, ne doit pas être envahie par une sorte de complaisance plus ou moins inadaptée, plus ou moins séductrice, mais qui doit garder quelque chose de l'ordre d'une distance, mais en même temps d'une empathie qui permet, au bout du compte, de maintenir un lien avec la personne malade d'Alzheimer. 3 points donc dans mon exposé. Comment maintenir le lien, comment permettre une survie des acquis et comment combler les lacunes de la mémoire. Voilà les 3 points sur lesquels je voulais insister, parce qu'ils me paraissent déterminants, et il y a été fait référence déjà à 2 reprises dans les 2 exposés que nous avons entendus ce matin, c'est la question des émotions. Qu'est-ce que c'est que le langage des émotions? C'est évidemment fondamental, puisque c'est l'ultime modalité de contact possible avec autrui, que de reconnaître ce que l'autre éprouve, que de valoriser ce qu'il ressent, à condition, bien entendu, de pouvoir nommer ces émotions-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir un certain degré d'empathie, une certaine capacité de reconnaissance de ce que l'autre éprouve, mais à partir de quoi? À partir de l'impact que la souffrance d'autrui a sur sa propre vie psychique, qui, du coup, peut être repérée comme étant en rapport avec ce qui est exprimé par le patient. Je veux dire que c'est en s'appuyant sur ses propres émotions face à la détresse que l'on peut formuler et nommer avec nos capacités de symbolisation l'intensité du drame que vit le patient. C'est tout à fait fondamental, et ce langage des émotions viendra se substituer justement aux carences du fonctionnement symbolique qui, d'une certaine façon, dans ces états tout à fait évolués, est évidemment extrêmement altéré. Donc, reconnaissance des affects, reconnaissance des émotions, nomination de celles-ci. Permettre, dans un deuxième point, la survie des acquis, c'est-à-dire permettre d'une certaine façon de maintenir un niveau de communication avec le patient. Je crois qu'il y a été fait référence déjà à 2 reprises, et la création artistique, que l'on peut qualifier d'artistique, mais ça c'est un autre point, la création picturale en particulier, qui a cette vertu de prolonger par le geste les éprouvés du patient, et en quelque sorte, en créant un objet pictural par exemple, va donner une illustration assez précise de ce qu'est le monde interne du patient, qui lui-même est à l'image de ce qui fut son imaginaire lorsqu'il était enfant. Et ça, c'est tout à fait fondamental de pouvoir, d'une certaine façon, permettre par le geste, par la peinture, par la musique, par la danse, de donner une image à autrui de ce qu'est son vécu intérieur, de ce qu'est son propre ressenti. Je crois que ça, c'est un point que tous les thérapeutes qui s'occupent de ces patients ont évidemment à l'esprit. Le 3e point, et là, c'est peut-être là que les psychanalystes ont quelque chose à faire du point de vue de la prise en charge des patients Alzheimer, c'est d'une certaine façon permettre la reconstruction d'une histoire. Et il ne s'agit pas de faire une greffe hétérogène, de raconter n'importe quoi pour combler les lacunes de la mémoire. Il s'agit bien entendu de prendre la mesure de ce qu'a été l'histoire du sujet, de ce qu'a été son histoire, telle qu'elle est racontée par lui-même, avec ses trous, ses lacunes, mais telle qu'elle est aussi racontée par la famille. C'est-à-dire que là, il y a une néoconstruction qui peut s'opérer et qui peut donner un fil rouge à une histoire passée, traversée par les oublis, histoire qui d'un seul coup peut donner au sujet une possibilité de quoi? Eh bien, de s'ancrer dans son passé. Et là, je crois que les psychanalystes ont quelque chose à faire avec la possibilité, justement, au plus près de l'histoire du patient, de redonner sur un mode parfois un peu fictionnel, sur le mode de la reconstruction, mais de redonner une charpente, de redonner une colonne vertébrale à ce que fut une histoire hachée, fracturée, dissolue par la maladie. Je crois que là, on touche quelque chose d'important, et si je devais continuer à réfléchir autour de la question d'Alzheimer, c'est sur ce point-là que j'essaierai de travailler, d'autant plus que la communauté psychanalytique française, en tous les cas, et probablement internationale aussi, a très peu insisté sur le problème de la reconstruction de ces manques, de ces vides, de la reconstruction de l'absence et de la possibilité de créer, appelons-le, une sorte de néo-réalité qui va structurer pour un temps, en tous les cas, un imaginaire défaillant. Alors, bien sûr,
C'est dans un certain contexte que ceci peut s'opérer, c'est-à-dire dans un contexte suffisamment sécurisant. Et je reprendrai pour cela le concept psychanalytique de Winnicott lorsqu'il parle de holding, c'est-à-dire la nécessité de créer un environnement facilitateur, un environnement caractérisé par un étayage qui permet le soutien, qui permet l'organisation et la sécurité interne du patient en souffrance. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, je voudrais présenter un très court exemple clinique. C'est une dame de 75 ans, ancienne enseignante, qui est venue me voir à la demande de sa psychiatre, m'expliquant qu'elle avait baissé les bras. Elle avait baissé les bras, ça voulait dire qu'au fond, elle n'était plus capable d'embrasser son passé. Son passé n'avait plus de contenu, il n'avait plus d'histoire, il n'avait plus de consistance. Et de quel passé s'agit-il? Eh bien, c'était de sa propre filiation. Elle était dans l'incapacité de retrouver les liens affectifs, mémoriels qu'elle avait pu nouer avec sa famille, avec ses enfants. Et le travail que j'ai suggéré sur quelques séances a été un travail de tissage, de brodage, d'articulation, de faire des liens avec ce qu'elle était aujourd'hui, c'est-à-dire une femme partiellement perturbée, partiellement détériorée, mais en même temps, le clivage entre les parties saines et les parties malades de sa vie psychique était un clivage qui permettait justement de valoriser les aspects sains de son fonctionnement. Et j'ai contribué par un certain nombre d'interventions et de séances à redonner une figuration symbolique et transmissible à ce qu'avait été son histoire personnelle, son histoire de mère, son histoire d'enseignante, avec comme impact, vous pouvez l'imaginer, quelque chose de l'ordre de la dépression qui s'est amélioré. Donc les thérapies non médicamenteuses ont aussi là leur intérêt, au sens où donner du sens à ces processus très dégradés, très régressés, a des effets symptomatiques tout à fait intéressants, en particulier sur le plan du vécu dépressif pour ce qui la concerne. Donc, de mon point de vue, la création a cette triple fonction. Elle est le témoignage, évidemment, d'une expérience humaine, d'une expérience parfois terriblement humaine, mais elle est quelque chose de l'ordre de la survie. Elle est quelque chose de vital, quelque chose qui permet de créer, je reprends un mot de Winnicott encore une fois, de créer un espace transitionnel, de créer un espace d'échange, un espace de contact, un espace qui est tout à fait essentiel pour le maintien d'une activité et d'un investissement psychique qui permet de garder une vie mentale le plus longtemps maintenue à l'état vivant. Évidemment, cette création, vous l'avez compris, ça a été dit ce matin à nouveau, véhicule les émotions, et je crois qu'il faut attribuer beaucoup d'importance à ces émotions. Le pire des désastres, c'est ces situations d'apathie, lorsqu'il y a une sorte d'alexithymie, c'est-à-dire de perte absolue de toute capacité d'affect, de toute capacité d'éprouver des émotions, comme on l'a dit. Et l'alexithymie est cette chose tout à fait terrible qui neutralise les émotions, qui neutralise les émotions, il s'agit d'émissions aussi d'ailleurs, et qui neutralise toute possibilité de rentrer en contact via l'éprouvé du sujet. Et puis, d'une certaine façon, et c'est là où la psychanalyse a aussi quelque chose à dire, cette création a la possibilité de maintenir une forme primitive de relation qui s'apparente à quoi? Elle s'apparente à la relation mère-enfant. Et je crois que la sollicitation des thérapeutes de ce point de vue-là fait qu'ils ont la nécessité de puiser dans leurs propres ressources, dans leurs propres souvenirs d'enfants, pour pouvoir mettre en acte ce qui a fait défaut chez ces patients, c'est-à-dire quelque chose qui aujourd'hui les rend totalement abandonniques, totalement isolés, lorsqu'il n'y a pas autour d'eux des gens dont la compétence et le dévouement et l'intelligence leur permettent de maintenir une sorte de survie, une sorte d'existence qui, au fond, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle maintient quelque chose de tout à fait fondamental, c'est la possibilité de prendre du plaisir avec les autres. Et je crois que tant que cette capacité de prendre du plaisir avec autrui est présente, eh bien, il me semble que la vie vaut la peine d'être vécue. Je voulais terminer par cette phrase un peu humoristique et un peu paradoxale aussi, de Daniel Pénac, qui dit que, au fond, vieillir, c'est le seul moyen, hélas, que j'ai trouvé pour ne pas mourir jeune.